c'est pas en qui viennent. Ouais. C'est parce que les gens voient ce qu'il y a sur les onglets. C'est pas une poigne, Ouh là là! C'était le sommaire, ça? Ah, bon, c'est bon. C'est bon? En fait, si je les décale. Non, imaginez. non, ici, tu as ici. Ouais, bouger l'ordi. J'ai pas Clément, le droit de bouger l'ordi. Je suis fait. Je serai pas du micro parce que. Genre. Au niveau. Je serais plus près du micro, hein. Je le porte encore combien de temps? Ah, c'est bon. Ah, putain. Non, je suis pas sûr. Eh, ça tient bien le spot, hein. Eh, d'ailleurs, Dorian, je pense qu'on voit rien sur l'écran là. Enfin, là, tu vois rien sur le rétro. Ouais, non, mais faut mettre la lumière, du foyer. C'est bon, les diapos, on les verra assez. Au moins, je pense qu'on va les lumière du foyer, non? On demande surtout aux gens qui regardent en fait s'ils préfèrent les lumières allumées ou les lumières éteintes. Moi je m'en fous. Comment on ne va pas dormir? Ce qui est chiant là, c'est. Attends, si je me décale, je vois pas. Tu vois le micro, c'est ça? Si je mets genre comme ça. Par contre, il faut enregistrer sur le même piste, c'est ça, il faut enregistrer la piste là et. Oui, je peux regarder. On va s'entendre parler de ce fait, on entend super bien, il est super sensible. Ouais, mais en fait, il y a tout le bruit. Non, j'ai écouté Pierre. Comme ça, ouais. Ok, commence quand tu veux. D'accord. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Attends, faut stop Ok. peut-être. Bah d'abord, je vais commencer en cassant tout de suite le suspense. On ne va pas parler de MS11, promis. Le titre peut induire en erreur, mais c'est juste qu'on va parler de ces choses. On va pas en parler comme MS11 le fait, ça n'aurait pas énormément d'intérêt. Parce que l'idée, justement, c'est que on est plus ou moins tous destinés, pour le moment, à devenir ingénieurs. Et l'ingénieur, comme le scientifique, il manipule des équations, il manipule des nombres, il manipule des chiffres et tout. Mais ça signifie pas forcément qu'il va comprendre ce qu'il fait avec, ça va pas trop. Parce que dans la physique, vous allez... alors désolé, je parle pas trop au SRT du coup là, mais principalement, malheureusement pour les MTE et les SM, les équations qui sont utilisées, elles portent un sens en fait. C'est pas quelque chose qui est mis random comme ça. Et donc la question c'est, lorsqu'on fait une suite d'équations, lorsqu'on manipule ces nombres et tout, c'est est-ce qu'on le fait à bon escient? Est-ce que c'est adapté au problème que je me suis posé? Et ça attire notre attention sur un autre aspect, c'est que dans notre société d'aujourd'hui, on a quand même on a tendance à mettre beaucoup d'accent sur les chiffres. On a une préférence pour les chiffres. Ça s'est pas démenti tout à l'heure lorsque Eloi a voulu vous faire une estimation à la volée de la probabilité qui augmentait et tout. La première chose qui lui est venue, c'est de donner un nombre en fait. Même si ce nombre n'avait pas forcément de pertinence ou quoi que ce soit, mine de rien, son réflexe a été d'utiliser un nombre, parce qu'il savait que vous le comprendriez, et c'était ça l'important. Et le fait qu'on porte beaucoup d'attention sur les chiffres, c'est principalement dû au fait qu'aujourd'hui, on a l'idée de science qui est, qui fait partie de nos valeurs de société. Et quand je dis science, je dis bien science avec un grand S, c'est une version un peu idéalisée de la science. Et la science, telle qu'on se l'imagine, en fait, elle répond souvent à une physique, souvent une physique qui serait idéale, et on a tendance à imaginer que celle-là, elle dit la vérité, parce qu'elle utilise des chiffres, et que les chiffres, ça ment pas, quoi. 1, c'est pas 2, c'est 1, et une fois qu'on a posé 1, c'est plus autre chose. Et que toutes les autres sciences
généralement on les met un peu de côté, quoi. On a moins confiance, en tout cas. Justement parce qu'elles utilisent moins de chiffres, souvent. Donc l'idée, ça va être de se poser des questions là-dessus sur le fait que, d'abord, mine de rien, il y a quand même plusieurs modèles de démarche scientifique, de démarche de recherche. Et en regardant en fait en quoi elles diffèrent, on va pouvoir avoir une idée de, comment dire, des fois, pourquoi en fait on utilise telle méthode plutôt qu'une autre. Est-ce que, on pourrait se poser la question, est-ce que par exemple le modèle auquel on pensait tout à l'heure, le modèle des sciences exactes en fait, que j'ai mis à la fin, qui repose énormément sur cette idée de chiffres, est-ce qu'on ne pourrait pas le transposer sur toutes les sciences en fait? Est-ce que ça les rendrait pas meilleurs? Donc l'idée, ça va être de se poser cette question-là en regardant pourquoi est-ce qu'on utilise telle méthode dans certaines situations et pourquoi on n'en utilise pas une autre. Donc on va commencer par ça. La première en fait que je vous ai mis, c'est la taxonomie, qui est aussi appelée des fois taxinomie. Mais taxonomie, ça fait plus sens parce qu'on parle de taxon dans un tableau justement. Et c'est quelque chose qui remonte à Aristote. Peut-être des gens avant, mais en tout cas Aristote c'est un des premiers dont on a des sources à peu près sûres, où on sait qu'il avait comme objectif de rassembler plein de connaissances sur le monde et de les organiser. Et ça a donné au XVIIe siècle un schéma que vous avez tous vu en SBT à un moment ou un autre, qui est inspiré par le schéma de Linné, qui est donc le fait de classifier le vivant en une arborescence. C'est-à-dire qu'on va du plus général au plus particulier, et plus on descend dans l'arbre, plus on ajoute de caractéristiques. Les classes qui sont dans cet arbre, on a dit que ce sont des classes exclusives, parce qu'une fois que j'ai rangé par exemple le lion ici, je ne peux pas le mettre à côté. Je ne peux pas le mettre plus haut non plus. Il est défini justement par sa position dans l'arborescence, et pas par autre chose. Ce truc-là, mine de rien, ça a été le modèle de la science pendant plus de 1000 ans, parce que on considérait que la science devait organiser les connaissances sur le monde, et pas forcément faire autre chose. Mais c'était pas sans défaut en fait. Le souci, c'était que, mine de rien, on a construit une arborescence, mais il faut se poser la question de quels critères on a pris pour construire cette arborescence. En fait, quels critères il faudrait retenir et quels critères il faudrait écarter pour faire cette classification. Dans le livre qui m'a principalement servi de source pour cet exposé, qui est un livre de Roger Perron, il prend l'exemple de l'alezan. L'alezan, c'est un être vivant, donc, si on suit le schéma de Linné, qui est aussi un mammifère. C'est un cheval, et il est roux. Il est défini par cet ensemble de caractéristiques. Mais, mine de rien, choisir ces caractéristiques pour définir l'alezan, ça signifie qu'on va négliger toutes les différences qui peuvent exister entre les deux animaux qui seraient des êtres vivants, mammifères, cheval, roux, et qu'on aura considéré comme alezans. Par exemple, la taille au garrot, la couleur des sabots ou ce genre de choses, on va les négliger, on va considérer que ça n'a pas de sens dans notre classification de les prendre en compte. Mais ces différences, elles sont là pourtant. Ou en tout cas, on les a construites, on est capable de les voir. Mais du coup, qu'est-ce qui va faire qu'une classification va être meilleure qu'une autre ou pas? Il n'y a pas vraiment réponse en fait. La classification, elle est utile quand elle définit bien ses objectifs, quand elle définit bien ses critères et qu'elle s'y tient. Par exemple, aujourd'hui, on fait beaucoup de classements de taxonomie avec la génétique, la phylogénie, et par exemple, ça nous a amené à revoir des trucs que Linné avait vus. Justement, Linné, il faisait une classification qui était essentiellement morphologique, et c'est pour ça que les animaux qui se ressemblent, ils avaient tendance à être dans la même classe. Et c'est pour ça qu'on parlait de reptiles, entre autres. Et en fait, avec la génétique, on s'est rendu compte que, mine de rien, il y a plus de points communs sur le plan génétique entre les oiseaux et un crocodile qu'entre un crocodile et d'autres animaux comme les lézards, les serpents et tout ça, alors qu'on avait tendance à les mettre ensemble avant. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que cette classification, elle n'est pas plus vraie que la classification précédente. C'est juste que ces critères ne sont pas les mêmes. Après, ça n'a pas réponse à tout. Ce genre de choses, le problème, c'est que, justement, en fixant des éléments dans des classes exclusives, il y a plein de phénomènes qu'on ne peut pas analyser parce que la science ne porte pas juste sur le fait de regarder des trucs pour les mettre dans des cases. Des fois, on aime bien comprendre comment ça fonctionne, par exemple. Et c'est ce qui a fait qu'à partir du XVIIe siècle, il y a eu une montée en puissance d'une autre méthode de démarche, d'une autre démarche de recherche plutôt, qui était l'analyse fonctionnelle.
Donc une des plus célèbres, et que j'ai mis en première, même si c'est sûrement pas la première, c'est l'analogie du cœur avec la pompe. C'est-à-dire que le cœur, il n'est pas classé, on ne se focalise pas sur le fait que ce soit un organe du corps humain ou quoi que ce soit et tout, on va l'étudier pour son fonctionnement. Et on va essayer de faire une analogie avec d'autres trucs qu'on connaît. Donc par exemple, là, voilà, on a fait une pompe. Après, ça ne veut pas dire que le cœur fonctionne exactement comme une pompe, c'est juste un modèle, à partir de l'idée qu'on se fait de son fonctionnement. On va construire un modèle de fonctionnement, et après ce modèle, on va voir même s'il peut s'appliquer sur d'autres trucs ou pas. Voir si on peut le rendre plus fin ou pas. Et c'est dans ce type de réflexion, c'est avec ce type de réflexion que Claude Bernard, il a étudié la fonction glycogénique du foie, c'est-à-dire la régulation justement du glycogène, et plutôt du tandem glycogène-insuline dans l'organisme, lié au taux de sucre sanguin. Donc le principe, il est complètement différent de ce qu'on a vu dans la taxonomie. La taxonomie, on observait, on va dire, les choses qu'on pouvait observer, puis après on les distribuait dans des cases qui étaient restreintes. C'est-à-dire une fois qu'on le mettait dans une case, je vous l'ai dit, on n'en change pas, et il n'est pas dans plusieurs cases à la fois. Alors que l'analyse fonctionnelle, on va prendre un élément, on va regarder comment il fonctionne, et ça va être à peu près tout. Mais ce qui fait que du coup, comment dire, pour un individu par exemple, ça a été déterminant au début de la psychiatrie et ce genre de choses, plutôt que de prendre uniquement des pathologies et de classer les gens dans une unique case, c'est intéressant de voir les différents modes de fonctionnement qu'il peut y avoir. Donc là, je vous ai mélangé ça, je vous ai mis la représentation symbolique, mais je l'ai mélangé avec la circulation, qu'elle soit sanguine ou la respiration. Parce que justement, il y a l'idée aussi que dans un même individu, par exemple, il va y avoir plusieurs modes de fonctionnement et qu'il peut y avoir interaction entre ces modes de fonctionnement. Donc plutôt que de mettre un individu dans une case et juste le laisser là comme ça et tout, on va déjà avoir une autre approche qui va justement qui peut donner lieu à une taxonomie après. On peut très bien choisir de regarder parmi tous ces modes de fonctionnement lesquels on retrouve le plus souvent. Et après, à partir de cela, essayer de faire une échelle, enfin pas une échelle plutôt, justement un tableau dans lequel on va répertorier, voilà, ceux-là ils se retrouvent très souvent, ceux-là pas très souvent, ceux-là jamais. Et même dans l'autre sens, ce qui est assez rigolo, c'est que au fur et à mesure que la taxonomie évoluait, que le modèle de l'analyse fonctionnelle se développait à côté, la taxonomie a pris des éléments de l'analyse fonctionnelle pour se développer elle-même. Par exemple, le mammifère, sa définition, elle n'est pas liée à une simple observation, en fait, elle est liée vraiment à de l'analyse fonctionnelle. On la définit par le fait que le mammifère, c'est celui qui met bas et qui va ensuite, nourrir, allaiter ses enfants. Donc, on appelle ça une fonction, grossièrement, hein, mais l'idée est là, c'est qu'on va regarder comment il fonctionne, comment il se comporte, et c'est à partir de là qu'on va construire le tableau. Donc il y a des échanges, c'est pas des domaines de recherche qui sont forcément séparés. Et c'est un point que je voulais mentionner, parce que justement là je vais vous les présenter les uns après les autres, mais avec des sciences, en rattachant certaines sciences. Par exemple, je vous ai parlé de la taxonomie, là pour l'analyse fonctionnelle, je vous ai parlé de biologie. Mais il faut bien comprendre que les sciences, elles n'utilisent pas juste un seul modèle. Comme je vous l'ai dit, les modèles, c'est pour voir plus ou moins, on va dire, comment ça se passe. Mais une science peut se réclamer de plusieurs modèles. Sur le plan justement de la médecine, notamment au début du XXe, justement elle a fait un peu une hybridation des deux trucs dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que les pathologies, elles étaient plus ou moins classées, elles étaient plus ou moins rangées en classes exclusives, mais on l'avait quand même un peu modifié parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait besoin de prendre en compte l'évolution de la maladie dans le temps, l'évolution des symptômes. Et donc ce qui du coup fait qu'on n'a plus quelque chose qui est figé dans une case. Déjà c'est un premier changement. Et en plus, la médecine de l'époque, elle se voulait empirique, et donc elle faisait beaucoup d'allers-retours entre ce qu'elle concevait théoriquement et ce qu'elle constatait expérimentalement, c'est-à-dire on a un gars qui est en train de faire une hémorragie, et on va tester une façon d'arrêter l'hémorragie. Et ce savoir, on va l'ajouter au modèle de fonctionnement par exemple, ou à la taxonomie, en fonction de ce qu'on a pu interpréter comme résultat. Justement pour donner, là parce qu'on est resté quand même sur des sciences souvent considérées comme sciences dures, ou pour la médecine aujourd'hui c'est plus considéré comme une pratique plutôt qu'une science telle que on le voit aujourd'hui. En histoire, la méthodologie c'est plutôt qu'on va assembler tout un nombre d'éléments
Donc ça peut être de toutes sortes, des plans de bâtiments, ça peut être des témoignages écrits, des livres aussi, même des romans ou quoi que ce soit. En fait, n'importe quel élément est bon du moment qu'on arrive à en faire quelque chose après, au moment de l'articulation de ces éléments. Donc il y a un petit... c'est pareil, ça dérive un peu de la taximonie, mais c'est pas du tout le même registre, c'est pas le même principe. Et surtout qu'il y a une prudence qui s'inscrit dans l'approche historique, qui est que, évidemment, les éléments qu'on a à disposition, ces éléments, ils sont déjà les témoins d'un premier réarrangement de l'histoire, ou voire plusieurs réarrangements de l'histoire, parce qu'on ne sait pas, on a déjà le problème de qu'est-ce qu'on a réussi à garder comme éléments, on n'a pas tous les éléments historiques. Parmi tous ces éléments historiques, il y en a certains, en fait, ils ne sont pas forcément de la date qu'on pense, mais en l'état actuel des choses, quand on fait l'étude, ils sont considérés à être à une telle date. Rien n'exclut que plus tard, on se rende compte qu'en fait ça n'avait rien à voir. Et cette prudence, on l'assimile assez bien généralement. On a tendance à se dire, voilà, l'histoire, faut prendre ça avec des pincettes. Et l'idée, ça va être justement de voir que faut prendre ça avec des pincettes, mais pas que pour l'histoire, pour toutes les autres sciences, ça vaut. Et on a un peu tendance à l'oublier. Du coup, j'arrive à celui-là. Oula. Le modèle des sciences exactes. Le modèle de sciences exactes, il est puissant, ça il n'y a pas de doute là-dessus, il permet des résultats très importants, il a transformé nos vies là, pendant un siècle, on a eu des résultats phénoménaux dans toutes les catégories. On a tendance à vouloir justement, à partir de ça, vouloir l'importer dans tous les domaines scientifiques. Et il se base sur l'idée qu'il va faire des preuves, il va prouver ce qu'il va faire. Et cette démarche de la preuve, elle est basée sur 3 critères. Ces 3 critères, c'est l'objectivité, et vous verrez pourquoi moi je préfère mettre intersubjectivité, la répétabilité de ses expériences et la réfutabilité de ses hypothèses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prouver une assertion scientifique justement dans le modèle des sciences exactes ?